Bruno Villalba, je vais vous laisser la place puisque je l'avais annoncé hier, vous allez avoir maintenant la responsabilité de la synthèse des échanges de cette journée et demie. Synthèse critique, évidemment, avec mise en perspective de ce qui s'est dit ici, avec ce qui se dit peut-être ailleurs. Voilà, synthèse très libre aussi, pas plus de consignes. Vous avez carte blanche pour nous dire ce que vous avez retenu de cette journée et demie. D'abord, merci aux organisatrices et aux organisateurs de ces journées. Je trouve que ça extrêmement intéressant. Merci aux services techniques, parce que c'est pas évident toujours de jongler entre... Le micro marche pas? Je mets pas assez près. Ouais, c'est mon côté chanteur de rock. Enfin. Merci aux comédiens. Je trouve que c'est un exercice extrêmement intéressant. J'ai pas pu assister à leur restitution hier. Je suis allé la voir en régie et ça va vraiment faire rigoler. Et puis à l'animation rigoureuse et bienveillante de Justine, parce que c'était pas un exercice évident de réussir à faire tout ce travail de liaison entre les nombreuses thématiques et les nombreux intervenants. Alors, l'idée, c'était de travailler sur la conciliation contradictoire entre ralentir et accélérer. Ça paraît quand même un peu antagoniste, hein, cette chose-là. Principal ressort de cette conciliation qui a constamment animé les débats, c'était cette question de la relation d'égalité entre les individus. Ça a été vraiment un des fils rouges, hein, c'était pas étonnant d'ailleurs, hein, sur cette question-là, qui valorise les conditions dignes de vie. C'est souvent revenu, hein, cette question de la dignité des individus. Alors, Edmond Hervé nous a rappelé que ce n'était pas nouveau, hein, parce que déjà, lui, quand il était tout jeune homme politique, c'était déjà la question clé des politiques qu'il animait, ce qui montre bien qu'on est toujours dans cette recherche d'un équilibre social. Et puis, cette vision du temps de l'égalité est toujours aussi perçue comme quelque chose qu'on va pouvoir continuellement négocier. Et toutes les politiques, je vais y revenir, toute l'inventivité des solutions, c'est voilà, cette idée qu'on on a une progressivité continue, on a des fenêtres finalement qui vont nous permettre de le faire. Malheureusement, la conciliation de ralentir et accélérer, c'est encore plus compliqué lorsqu'on contextualise ça au regard de la situation écologique qu'on peut qualifier de catastrophique, hein. Bruno Rebel a remis une couche sur l'idée que c'était vraiment extrêmement préoccupant et c'était déjà enclenché. Et donc, c'est effectivement, on se trouve face à un temps qui se réduit brutalement, alors que les solutions sont effectivement sur des temporalités plus longues. Et donc, la question, c'est de savoir comment on va pouvoir concilier ces temps. Ça, on l'a déjà évoqué aussi, j'y reviens pas. Le souci, c'est de bien voir qu'on est dans une perspective culturelle du temps. On hérite vraiment d'une vision du temps qui est vraiment imprégnée d'une dimension, d'un imaginaire qui est découplé des conséquences environnementales. Et ça, vraiment, il faut le répéter sans arrêt, dans cette idée de cette recherche d'une égalité matérielle qui est découplée des conséquences écologiques qu'elle construit. Plus de mobilité, ben on l'a vu, c'est plus d'impact sur l'environnement. Plus de consommation, c'est plus d'impact sur l'environnement, etc. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de chercheurs en sciences politiques qui n'ont pourtant rien à voir avec la question de l'écologie. Ils disent: nous sommes passés du monde de la nature à celui de l'histoire. C'est-à-dire du monde, vous voyez, on était assujettis aux forces de la nature, ou un monde où on a construit historiquement ce rapport à la nature en nous séparant du monde de la nature. Et donc, ce régime politique qu'on vit, la démocratie, on a vu que c'était aussi une notion extrêmement importante, eh bien, elle construit matériellement cette égalité. La démocratie, c'est l'extension des droits, c'est le droit à avoir des droits. Et on n'a pas arrêté de construire une extension de l'individu sur cette accumulation de strates de droits. Droits politiques, droits civiques, droits économiques, droits au travail, droit à la reconnaissance de ses préférences sexuelles, etc. Vous voyez, une extension intéressante. Et personne ne peut contester que c'est un acquis majeur de la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi donc cette capacité de réaliser des choix. En fait, la démocratie, c'est le pluralisme et la capacité des choix permanents. On peut choisir d'être ce qu'on veut, on sort de la tradition, mais on peut aussi choisir de passer ces vacances-là, d'accéder au travail-là, de choisir ce type d'éducation, etc. Alors évidemment, c'est une fiction, c'est pas valable pour tout le monde, malheureusement. On est dans des situations d'égalité, mais je ne sais pas si les plus âgés d'entre nous, ici présents, se souviennent
un slogan du Club Méditerranée, du Club Med, pardon. C'était « le bonheur si je veux ». Et c'est ça, la démocratie. Ce n'est pas la question de savoir si on va accéder au bonheur, c'est la quantité de bonheur à laquelle on a le droit et à laquelle on va accéder. Et donc on est dans cette fiction-là, nous, dans notre manière de construire l'égalité matérielle, c'est la question de l'accessibilité. Et donc jusque-là, nous avions encore le temps de construire ça, c'est cette vision continuelle du temps, on aura toujours le temps de construire plus d'égalité sociale, etc. Puisque c'était un temps exclusivement, alors là je vais utiliser deux gros mots, hein, anthropocentré, c'est-à-dire que ça ne concernait que les seuls humains, et c'était surtout aussi un temps androcentré, c'était essentiellement les hommes qui définissaient ce qu'était le temps utile et ce qui était le temps nécessaire. Désormais, on l'a vu, hein, je ne vais pas revenir, malheureusement on est dans une période de basculement écologique, réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, et ce qui est intéressant, c'est malheureusement, c'est pas vous voyez, on pourrait dissocier le réchauffement climatique de l'effondrement de la biodiversité. Non, c'est en même temps, ça se cumule et ça converge. Et c'est ça toute la difficulté lorsqu'on raisonne sur la question climatique. C'est aussi malheureusement la question de la biodiversité qui est associée. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et donc, c'est aussi l'amplification des risques techniques. On a beaucoup évoqué l'idée du réchauffement climatique. On voit moins l'implication des risques technologiques, alors qu'on sait bien que dans la planification de l'aménagement des territoires, c'est extrêmement important, cette question-là. D'autant plus si on est sur le fantasme d'une relance du plan électronucléaire, ce qui va encore compliquer le rapport au territoire. Et donc, on a travaillé sur cette journée et demie sur comment rendre visible un peu mieux certaines dimensions de cette interaction tant socio, tant écologique. Et notamment Justine, par ces questions, constamment revenait sur comment vous faites le lien avec la question écologique. Comment cette volonté, cette politique revient à créer quelque chose d'intéressant sur la question écologique. Et donc, on a multiplié les questions autour de nos modes de vie, ces relations avec le vivant, hein, la vitesse, le travail, la consommation, etc., ce qui est extrêmement important. Le point positif, c'est qu'on l'a vu constamment, c'est que maintenant on raisonne davantage sur les effets rebonds. C'est Gerrit von York ou Olivier Ridoux qui ont insisté beaucoup là-dessus en disant attention sur ce que l'on construit et attention à ce que cela va produire. Contrairement à souvent, avant, on inventait un modèle et puis on se disait, bon, de toute façon, on aura toujours des solutions techniques ou suffisamment de moyens économiques pour compenser. Ça engage aussi la responsabilité de toutes et tous. Ça aussi, c'est intéressant, cette implication individuelle. Il n'y a pas d'extériorisation possible par rapport aux questions environnementales. Riches plus que les pauvres, bien évidemment, mais pauvres y compris. Donc il y a cette responsabilité partagée, mais inégalement partagée, évidemment, par tous les terrestres. Pourtant, les habitudes, on l'avait dur. Hein. On voit bien comment constamment, revient sur le devant de la scène du discours l'importance des relations entre humains, les dimensions fondamentales des inégalités. Hein. Elvire Bornan, Magali Tréolan l'ont expliqué, Ruiz Garcia aussi. C'est évidemment central. Il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de dire que c'est plus important de traiter des questions des animaux que des humains. C'est évidemment central. C'est l'importance de la question de la redistribution aussi, qui est là aussi. Comment on va faire pour réduire ces inégalités par un rattrapage économique, par une meilleure redistribution économique, par une planification différente du territoire, etc. Et donc, ce qui est important de bien voir, c'est constamment, c'est les conditions de vie effectives qui sont interrogées. C'était vraiment très intéressant dans tous les débats. On n'était pas trop dans le théorique, dans ce qu'il serait souhaitable de faire, mais c'est plutôt comment on part de ce que l'on vit pour aménager au mieux les conditions de nos vies. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. On n'était pas simplement dans un exercice de poser vos désirs, poser votre imaginaire, etc. Alors, ces réflexions elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles interrogent finalement trois dimensions. Il me semble qu'il y a trois niveaux qui ont été principalement interrogés. Le premier niveau, c'est au niveau théorique. Comment on construit des récits du futur à venir. Et il y avait une discussion extrêmement intéressante mise en évidence par Nicolas Fiolaine. Désolé si j'écorche un peu vos noms, mais je ne suis pas très doué pour les... Je suis un peu dyslexique, alors dès qu'il y a des sonorités ou des façons d'écrire un peu compliquées, je bute un peu, je m'en excuse auprès de vous. Comme Bruno Rebel, c'est rappeler que l'avenir est incertain, mais il faut le construire, il faut l'imaginer. Et là, c'est un travail extrêmement intéressant où on a vu des résultats tout à fait pertinents en disant, bon oui, on sait bien que ça va être compliqué, mais de toute façon, il faut quand même se projeter, mais il faut se projeter de manière assez réaliste, hein, pas des délires
techniques ou des délires politiques, etc. Et donc c'est bien ce degré d'ajustement qu'on a cessé d'interroger sur les scénarios de construire face à les situations écologiques. Alors souvent c'était ce qui était désirable, ce qui était non négociable, hein, ce qui était une position démocratique ou voire une position autoritaire, ce qui était positif ou ce qui était réaliste. Hein, et on voit bien qu'on est constamment en train d'osciller entre les deux options. On sait bien qu'il faudrait accélérer, mais c'est accélérer, c'est comment on le fait? Est-ce qu'on décide ensemble ou après tout, finalement, on sait à peu près ce qu'il est possible de faire dans certaines dimensions et donc on va accélérer sans forcément prendre le temps de la concertation. Si on concerte, ça va prendre beaucoup de temps et si on prend beaucoup de temps, ben, on n'en a pas trop. Hein. Je vous rappelle l'échelle de 10 ans là, du GIEC. Hein. Reprendre aussi le contrôle par un imaginaire convivial, ça c'est revenu très fréquemment. On reprend possession de sa ville, hein, c'est le modèle des Slocita qu'a évoqué Emmanuel Munch. La place du marché de Gwenaël Crache, hein, c'est cette idée que le voisinage est extrêmement important pour construire des relations de sociabilité qui durent, et pas simplement le fait de cohabiter, mais de partager hein, l'espace par exemple de la place du marché. C'est aussi la maîtrise des déplacements hein, qui est centrale parce que cette volonté d'ubiquité qu'on a dans notre société, hein, à la fois physique, le déplacement physique, et immatériel, le déplacement numérique, hein, cette espèce d'imaginaire où on peut être partout en même temps et finalement jamais vraiment à sa place. Valoriser aussi un terme, j'étais vraiment content qu'Edmond Hervé le mobilise, l'autogestion, bah, oui, effectivement c'est ça, on décide de ce qui nous concerne, mais en prenant en compte aussi les autres. Hein, c'est la décision qui me concerne moi, mais qui concerne aussi la collectivité dans laquelle je m'inscris. Évidemment, c'est une aspiration inégalement partagée. Elle est difficile à négocier socialement, professionnellement. C'est ce que Solange Martin, Mathieu Durand, Baudin ont rappelé. Hein. Ce n'est pas évident d'inventer comme ça un monde commun, un monde convivial. Deuxième niveau, c'est le niveau politique, c'est le temps comme dimension politique, hein, et c'est effectivement un enjeu démocratique important. C'était un fil rouge constant dans nos débats aussi. Passer de ce n'est pas mon monde, c'est Nicolas Fiolaine qui a dit cela. Hein. Parfois, effectivement, dans les logiques de démocratie participative, on dit ouais, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ça. Ben, si ça te concerne quand même, que tu le veuilles ou non, ça fait partie de ton monde commun, ces contraintes écologiques. Et donc, c'est la question de concilier justice sociale, politique redistributive, avec les limites planétaires. Et donc, il y a tout un jeu, effectivement, d'interrogation démocratique sur comment on va concilier ces deux dimensions en même temps. Comment on va construire cette contrainte commune? Je remercie Emmanuel Munch d'avoir trouvé cette belle formule. Effectivement, c'est construire une contrainte commune. Alors, la démocratie, c'est la contrainte collective qu'on élabore et qu'on respecte collectivement. Ce n'est pas une imposition venue comme ça du ciel, etc. Et donc la démocratie, ce n'est pas le régime de la non-contrainte. Hein. Contrairement à souvent ce qu'on dit, oui, la démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté contrainte. On l'a choisie, on la décide de l'élaborer collectivement. Et ça, c'est extrêmement important de voir avec quels outils juridiques, économiques, techniques on va pouvoir faire transitionner cette orientation. Comment on va construire une norme légale, hein, cette notion de norme est souvent revenue, avec la norme compatible avec la norme injonctive, hein, c'est ce que Magali Tréholland et Olivier Ridoux ont aussi rappelé, cette idée que au-delà d'une norme qui s'impose à nous, la loi, il y a aussi une norme qu'on décide de s'imposer, c'est la norme injonctive, et qui est tout aussi importante, hein, et souvent il faut réussir à connecter les deux. Et puis surtout, ça nous permet aussi de définir les objectifs entre la norme injonctive et la norme légale. Pourquoi on le fait? Pourquoi on s'auto-limite? Pourquoi on s'auto-obligerait? Parce que ça donne sens, parce que, par exemple, sur la question du ralentissement, etc. Donc il faut planifier démocratiquement cette réforme. Alors, planification, vous voyez, ça suppose un rythme et un objectif final, 2050, si on fixe cet objectif, qui est déjà assez tardif. Les politiques, elles peuvent nous aider à dépasser ces dissonances cognitives, discordances des temps, vous voyez ce que je vous avais dit, comme le dit Bruno Rebel. C'est aussi assurer une continuité des méthodes. Hein. C'est vrai que la rupture permanente, la remise en place permanente, hein, le souci de l'élu, de voir marquer sa place, etc. La dimension territoriale qui a été évoquée dans la dernière table ronde, ces régulations locales. Moi, j'ai noté 4 éléments principaux dans cette régulation locale. D'abord, la transversalité, le fait que maintenant, de plus en plus, les politiques sont liées entre elles. On ne déconnecte pas la mobilité de la santé, par exemple, ou la mobilité du genre, etc. C'est impliquer les services publics. Donc là, effectivement, c'est un rôle central dans l'administration publique.
Ensuite, c'est accompagner les changements, les incitations financières, les aménagements techniques, les politiques éducatives qui souvent ont été évoquées, peut-être un peu pas trop, et puis les politiques de sensibilisation. Vous voyez, du nudge, on pourrait avoir une vision extrêmement critique sur cette question-là, mais en tout cas des politiques d'incitation par des comportements vertueux, etc. Mobiliser les publics cibles, ça a été très très présent, au risque parfois d'une certaine dissociation de la citoyenneté, d'une certaine appartenance. Les femmes, les enfants, les riverains, les entreprises, faire aussi attention au risque d'individualisation, c'est-à-dire de renvoyer la responsabilité de la transformation à l'individu au détriment effectivement de l'implication des forces collectives. Oser aussi aborder des questions problématiques. Une fois la notion de rationnement a été évoquée par Christophe Guay sur l'idée d'un crédit carboné, c'est une perspective extrêmement intéressante, le rationnement. Bien oui, évidemment, en situation de contrainte, c'est une réponse si elle est démocratiquement négociée, si elle est planifiée et si effectivement elle fait sens dans les relations sociales. Et puis évaluer les effets de ces politiques. Effectivement, il y a un retour sur investissement. Il y a une réflexion budgétaire. Les budgets ne sont pas extensibles. Donc comment on va prioriser ce type d'action par rapport aux objectifs qu'on a atteints. Enfin, le dernier niveau, au niveau de l'individu, eh bien, c'est interroger nos pratiques et leurs conséquences. Personne ne peut encore une fois dire qu'il est vertueux en matière écologique, très honnêtement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait calcul votre empreinte écologique sur quelques sites, etc. On a toujours tendance à considérer que ouais, ça va, on est plutôt bon, machin et tout. Quand on fait le calcul, on se dit, bon d'accord, la marge de progrès, elle est quand même assez importante. Alors, il s'agit de valoriser un mode de vie soutenable, ce qu'a rappelé Gerrit von York, sobriété, partage, justice sociale, s'émanciper de la tyrannie des désirs, le rôle de la publicité, l'image sociale qu'on se donne aussi, indépendamment de la publicité, c'est ce que je donne à voir par rapport à ce que j'ai comme outil, comme objet, etc. Valoriser les activités qui font sens, alors là aussi, tout le monde ne valorise pas les mêmes types d'activités. Tout le monde n'associe pas certaines activités avec une vision extrêmement positive. Le retour à la couture chez les femmes sont perçus par d'autres femmes comme étant une régression de l'autonomie des femmes. Donc là aussi, il y a l'idée qu'il faut effectivement admettre un espace de débat là-dessus. Réinterroger la finalité de nos activités contraintes. Pourquoi on travaille autant? Pourquoi on bouge autant? Travailler moins pour polluer moins, comme l'a rappelé Jean-Yves Boulin. Travailler aussi à l'extension des services de compensation du temps libre, c'est ce qu'a soulevé François-Xavier Devetter. Rematérialiser les usages, comme nous y invite Olivier Redoux. Favoriser les déplacements qui font sens socialement plutôt que des déplacements simplement impulsifs, etc. Tenir compte des effets de rebond, etc. Alors, ces pistes, évidemment, elles sont bien tout à fait nécessaires, intéressantes, mais le point sur lequel je veux terminer pour insister, c'est pas simplement de savoir ce que l'on veut. Encore une fois, vous voyez, ce que je veux, c'est dans la démocratie traditionnelle, nous avons les moyens, nous avons le temps, nous avons les institutions, et donc on finira par y arriver. Ça prendra du temps, mais on arrivera au bonheur individuel, etc. C'est pas simplement ce que l'on peut maintenant. Vous voyez la contrainte écologique, mais c'est vraiment considérer qu'à un moment donné, on ne pourra plus négocier. On ne pourra plus négocier. Donc le risque, vous voyez, à différer constamment un certain nombre de politiques, c'est qu'on risque de se retrouver contraint à gérer dans l'urgence. Et qui dira gérer dans l'urgence, ça veut dire gérer dans la violence, contrainte, et évidemment là, dans l'appel à l'autorité, puisqu'on ne pourra pas faire autrement. C'est déjà le cas pour 80 millions de migrés climatiques. On estime qu'à la fin de ce siècle, il y aura plus de 360 à 500 millions de réfugiés climatiques. Donc là, on sera dans des situations de gestion de la contrainte, de la violence et de toutes les conséquences que l'on peut imaginer qui sont déjà aux portes de nos côtes. Donc c'est passé une démocratie du temps, qui était celle qu'on avait vue jusqu'au milieu des années 90, à une démocratie du vivant, une démocratie écologique, évidemment pour que ce soit équitable pour tous les humains. On a beaucoup évoqué la précarité, le genre, un peu moins le handicap, c'est vrai, le rapport avec les pays du Sud aussi, un peu moins, mais aussi, j'insiste encore là-dessus, sur les non-humains, c'est tenir compte de chaque élément de nos politiques, constitue un élément du maillage qui nous réunit avec la planète, le vivant, les non-humains, etc. Et donc, il faudrait imaginer aussi davantage inclure dans ce débat démocratique, dans la manière de concevoir nos modes de vie, avec ce maillage, cette relation-là.
Donc, quoi qu'il en soit, hein, malgré toutes ces positions avancées, ces incertitudes, hein, bien sûr, eh bien, comme nous invitait Catherine et Michael, je vous propose effectivement d'aller retrouver le dernier éléphant, en espérant qu'on soit un peu plus chanceux qu'eux, etc. Et puis au plaisir de vous retrouver aux prochaines temporelles, en espérant que ce soit justement la question des non-humains qui soit au cœur de ces temporalités-là. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Merci beaucoup. Merci Bruno Villalba.